Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Bug Bounty. Alors comme vous le savez, je ne suis pas forcément un grand fan de cette pratique. Elle a des avantages et elle a surtout beaucoup d'inconvénients pour les chercheurs. Et là, je vais vraiment parler du côté chercheur dans cette vidéo. L'idée, c'est de parler de cet article d'une personne qui a essayé d'en faire son métier et qui vous montre en fait les travers du Bug Bounty. Parce que souvent, quand on est sur les réseaux sociaux, on voit que la meilleure partie, on voit des personnes qui ont gagné 30 000, 50 000, 100 000 dollars directement sur un Bug Bounty en trouvant une vulnérabilité. Mais ce qu'ils oublient d'omettre, c'est tout le temps de recherche, les années d'expérience qu'ils ont. Et surtout que c'est quelque chose de très critique lorsqu'on travaille en termes de cybersécurité. Donc dans cette vidéo, on va prendre le chemin qu'a suivi une personne qui était assez bien payée dans son travail, mais finalement qui l'aimait pas trop, qui a failli faire un burn-out et qui s'est dit « Ok, pourquoi ne pas travailler directement dans du Bug Bounty ?» Donc il s'est dit « Je vais y passer plusieurs mois et je vais appliquer 3 stratégies différentes. Je vais d'abord créer un cours sur les reverse engineering. Je vais aller apprendre des leçons de reverse engineering. Et surtout, je vais aller chercher des bugs en Bug Bounty pour me payer une vie. » Il avait 3 à 4 mois de côté pour arriver à subvenir à ses besoins. Donc le reverse engineering, c'est une discipline qui est quand même assez spécifique sur laquelle on va essayer de se focaliser, qui va nous permettre d'aller retrouver des bugs sur des technologies qui sont un petit peu particulières. En général, on va faire ce qu'on appelle de la rétro-ingénierie et on va rentrer en profondeur pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et donc lui, ce qui l'a motivé, c'est d'abord d'avoir des grosses récompenses. Et il avait lu plusieurs posts où il disait, bah voilà, cette personne a gagné 30 000 dollars en piratant Facebook. Il dit le problème, c'est que lorsqu'on a des très grosses récompenses, on a également une très grosse compétition. C'est-à-dire qu'il va y avoir des milliers de personnes qui vont aller chercher et qui vont se focaliser. Si on prend chez Microsoft, Google, Apple et autres, ils ont des énormes équipes de cybersécurité en interne. Et donc oui, ils payent cher, par contre, c'est des compétences extrêmes qu'il faut avoir et c'est des mois, voire des années de recherche en fait pour arriver à trouver une vulnérabilité. Et ce qu'il dit par exemple, c'est que lui a préféré se focaliser sur des petites sociétés où il avait plus de chances de trouver des vulnérabilités que sur des sociétés avec un profil qui est très élevé, où là il avait une chance de succès qui était beaucoup plus bas. Parce que dans le Bug Bounty, premier arrivé, premier payé, et encore si la société veut bien vous payer. Et ça, c'est hyper important de le rappeler. Donc lui, il a eu l'avantage de travailler dans le milieu de l'informatique industrielle, ce qui est un métier qui est assez niché en cybersécurité. Et aujourd'hui, il y a un vrai besoin dessus. Et ce n'est pas exactement les mêmes technos et les mêmes protocoles que de l'informatique de gestion. Et ça vous intéresse, je vous invite vraiment à creuser ce secteur-là parce que c'est super intéressant. Donc lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est dit, ok, dans l'informatique industrielle, on a quelques logiciels, quelques protocoles, mais surtout, on a des automates qui sont là depuis très longtemps, qui ont beaucoup de vulnérabilités parce que c'est compliqué de les mettre à jour. Et surtout, en fait, l'apparence n'est pas du tout sexy, c'est vraiment moche, c'est des choses qui sont très très basiques. Et donc, il y a peu de compétition parce qu'il y a peu de personnes qui maîtrisent en fait ce secteur-là. Donc lui, son choix, il s'est posé en fait sur Schneider Electric, qui est un des plus gros fournisseurs d'automates dans le milieu industriel. Et la problématique qu'il avait, c'est que il n'avait pas non plus beaucoup d'argent, donc il a travaillé avec IDA et X64DBG. IDA, je pense qu'il avait une version qui était craquée, parce que la version Pro coûte globalement assez cher. Sinon, vous avez Ghidra, qui est une version libre qui vous permet de faire globalement ce que vous voulez. Et là, il montre qu'il a gagné 1700 dollars, donc il était tout content. Et en fait, il ramène à la réalité. Il dit qu'il a découvert à peu près 10 vulnérabilités en fait sur ce produit, qu'il y a passé 3 mois et qu'au total, il a gagné 3000 dollars. Très très loin de ce qu'il peut gagner en tant qu'ingénieur en cybersécurité. Et ça, c'est vraiment le gros problème. Et donc, pourquoi il considère en fait que c'est tout simplement un échec total d'avoir fait ça, d'avoir pris 3 mois. Alors, il a appris des choses, mais il a perdu 3 mois globalement de cash, de liquidité pour arriver à trouver ses vulnérabilités. Et vous allez me dire 3000 dollars, c'est important. Oui, mais sur 3 mois, ça ne l'est pas. Ça fait 1000 dollars par mois. Il dit que lui, il a la chance de vivre en fait dans un pays où le coût de la vie est très peu cher, ce qui lui permet de pouvoir arriver à s'en sortir. Mais surtout, il explique qu'en fait, que les revenus, vu comme ils ne sont pas réguliers, c'est très compliqué en fait d'avoir une vie de famille qui est complètement normale. On va y passer énormément de temps et on peut se retrouver à avoir rien du tout. Et donc là, il rentre vraiment en détail sur le temps qu'il a mis à pouvoir trouver ses bugs. Au début, il s'est dit qu'il allait essayer de chercher de partout. Il essayait d'aller injecter des données pour trouver des bugs qui sont plutôt d'un point de vue technique. Et en fait, il dit la majorité des bugs qu'il a trouvés, c'est des bugs de logique pure et dure. Parce que souvent, ces gros éditeurs, ils ont des systèmes qui passent de manière automatisée
tout un tas d'injections qui vont faire des jeux de données différents pour essayer de trouver des vulnérabilités. Par contre, la logique pure et dure, la logique conceptuelle des ingénieurs, ça, il faut arriver à plonger son nez dedans. Et pour arriver à plonger son nez dedans, tout simplement, c'est qu'il faut arriver à prendre le temps de comprendre. Ce qui lui a coûté le plus cher, ce qu'il explique dans cet article, c'est tout simplement d'avoir commencé par un système qu'il a essayé pendant 5 minutes. Après, il a essayé un autre système qu'il a essayé pendant 5 minutes, et ainsi de suite. Et il a perdu énormément de temps au début juste sur ça. Jusqu'à ce qu'ils comprennent en fait qu'il fallait se focaliser sur les systèmes, un en particulier, et le creuser en profondeur. Après, il explique en fait que ces rapports qu'il écrivait étaient vraiment très mal faits. Et ça, c'était vraiment une problématique parce qu'en fait, si les rapports sont pas soumis correctement, ne sont pas complets, vous n'allez pas forcément être payé. Et prendre le temps de faire les choses correctement et surtout de retrouver l'ensemble des données que vous avez. Là, comme je vous le disais plus tôt, la problématique des revenus qui sont complètement instables. Vous ne pouvez pas en vivre de manière régulière à moins d'être un excellent chercheur et de passer vos journées dessus et d'aller chercher des bugs chez Microsoft et autres. Mais ça, c'est inaccessible pour 99,9% des chercheurs. Et là, vraiment, j'insiste sur ce fait-là parce que ne regardez pas ceux qui gagnent le plus d'argent, regardez la masse de personnes qui ne gagnent strictement rien du tout. De plus en plus de sociétés, en plus, n'ont même plus de quoi payer en fait pour des bug hunters. Donc, ils vont juste vous mettre votre nom quelque part. Ça ne servira à rien. Faites ça en complément, si vous voulez, de votre travail salarié, mais ne vous lancez pas dedans comme ça, sans en avoir déjà gagné un certain nombre et savoir exactement comment ça marche. Parce que là, vous comprendrez réellement la réalité des choses. Et donc, ce qu'il aimerait transmettre à travers cet article, et je pense que ça c'est vraiment hyper important, c'est qu'il dit que tout ce qui est petite structure, ça peut être très bon pour la partie entraînement. Par contre, les paiements ne sont pas très chers et en fait, ça va dépendre surtout du coût où vous allez vivre, ça vous permettre de vivre ou ne pas vivre avec. Et surtout, il faut vraiment donner une priorité importante à une plateforme et y rester le plus longtemps possible dessus pour arriver à trouver des vulnérabilités. Après, ça dépend du périmètre. Plus le périmètre va être gros, plus potentiellement, il y a des vulnérabilités également qui sont trouvables dessus. Mais plus le potentiel est important, plus il y a des personnes qui vont creuser également le sujet. Et ça, c'est hyper important d'arriver à comprendre ce jeu entre tout ça. Vous voyez, le bug bounty, souvent, c'est vendu par des personnes comme quelque chose de miraculeux. Vous pouvez absolument gagner votre vie hyper facilement en trouvant quelques vulnérabilités par-ci, par-là. Ça ne marche pas comme ça. Il y a des personnes qui sont extrêmement bonnes, qui gagnent des tout petits salaires alors qu'elles seraient payées 20 fois plus en travaillant en tant que salarié et en travaillant surtout beaucoup moins. Parce que là, sur les 3 mois, il a passé un temps phénoménal en fait à travailler pour être payé 3000 $. Vous voyez, ça c'est la réalité. Ça c'est un discours qui est beaucoup plus commun. Et vraiment, je vous invite à aller en parler avec des bug hunters, voir combien ils gagnent, voir combien de temps ils ont passé sur le même programme pour arriver à trouver une vulnérabilité qui leur a apporté quelques milliers de dollars. C'est là où je trouve que c'est vraiment de l'exploitation pure et dure. Parce que ces vulnérabilités, elles auraient pu potentiellement être trouvées lors d'audits de sécurité. Et si jamais un autre chercheur la trouve avant vous, alors que ça fait 6 mois que vous avez travaillé dessus, vous perdez tout. Vous perdez 6 mois de travail en fait. Et c'est ça qui est juste horrible. Oui, vous aurez appris des compétences, mais évidemment, il faut bien se nourrir, il faut bien manger et il faut bien gagner de l'argent. Donc moi, ce que je vous propose en tant que débutant, c'est d'abord de commencer dans une structure, dans une société, en tant que salarié, vous vous formez, vous montez en compétences, vous faites du bug bounty à côté si ça vous fait plaisir. Et quand vous allez voir que vous allez passer des heures et des heures à faire du bug bounty, à gagner des clopinettes, vous allez arrêter. Et si un jour vous arrivez à monter assez en compétences, à développer vos propres exploits, à prendre le temps de le faire correctement, là peut-être qu'effectivement vous pourrez aller faire du bug bounty sur des choses qui sont très précises et là gagner votre vie potentiellement avec. Je vous parle en connaissance de cause. J'ai trouvé plus de 6 CVE dont une RCE. Donc, je sais de quoi je parle sur ça. Et l'idée, c'est vraiment de monter en compétence avec le temps. Laissez-vous le temps d'apprendre, de gagner de l'argent au fur et à mesure. Mais ne vous jetez pas sur le bug bounty. S'il vous plaît, ne faites pas cette erreur-là. Ça va vous coûter cher. En fait, en termes de temps, en termes d'apprentissage, il y a plein d'autres choses à faire. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, qu'elle a pu vous ouvrir un petit peu la réalité souterraine du bug bounty, des plateformes avec lesquelles les chercheurs vont travailler, des problématiques qu'ils rencontrent. Dites-moi en commentaire si vous aussi faites du bug bounty, si vous aussi vous avez rencontré ces problématiques-là, si vous avez commencé par là ou si vous commencez en tant que salarié. Si vous débutez en cybersécurité, je vous invite également à récupérer le guide qui est disponible dans la description. Il est offert, donc allez vous servir. Pensez à mettre un like, à vous abonner et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous!